Merci d'être venu écouter cette conférence. Le rural, le sauvage, l'urbain, ce sont trois termes qui représentent la totalité de nos milieux, puisque l'urbain, la campagne, et puis ce qui n'est ni l'un ni l'autre, c'est l'espace sauvage. L'espace sauvage, il peut aller jusqu'à l'infini, et même au-delà de la planète. Mais enfin, en termes de paysage, ce sont bien les trois termes fondamentaux d'un espace humain, d'un territoire humain, avec, je dis l'urbain parce que je terminerai sur le thème qui avait été celui de la séance précédente, sans y revenir, mais simplement pour faire le lien. L'urbain, aujourd'hui, dépasse la ville, puisqu'il s'étend sur tout le territoire. Et c'est justement c'est un vaste problème, et un problème cosmologique, comme je vais l'expliquer, et même ontologique. La campagne, nous savons tous que depuis des milliers d'années, nous ne pouvons pas vivre sans production agricole. Ça va de soi. Maintenant, l'espace sauvage. L'espace sauvage, c'est des choses que nous voyons souvent au cinéma, et en particulier dans les westerns, et même au-delà des westerns, dans des films d'un genre plus récent. Je ne sais pas si vous avez vu un film de Sean Penn qui s'intitulait Into the Wild. C'est Into the Wild. Non, c'est Into the Wild. Into the Wild. Évidemment, wild, c'est le sauvage. Et puis, allant the wild, allant avec, alors là, ce sont les grands paysages de l'Ouest américain, le wilderness. Que l'on a de la peine à traduire en français. Espace sauvage est un des équivalents possibles. Quelquefois, j'ai rencontré le terme monde sauvage, le monde sauvage. J'utilise aussi un terme savant qui est à partir d'un terme que la géographie a utilisé, écoumène, dans un sens qui n'est pas exactement celui dans lequel la mésologie, c'est-à-dire l'étude des milieux humains, l'utilise. Dans le sens de la mésologie, écoumène, c'est la relation humaine à l'étendue terrestre. Ça comprend aussi bien l'urbain que le rural, que les espaces sauvages, comme je vais l'expliquer. Mais dans l'usage plus traditionnel que la géographie a fait de ce terme écoumène, ça désigne les terres habitées, la partie des terres qui est utilisée directement. Ça s'oppose donc à des terres qui ne sont pas utilisées. Et comment les appeler ? Eh bien, c'est l'espace sauvage qui est en dehors de l'écoumène. Mais comme écoumène est un terme savant, ce qui s'y oppose en prenant les mêmes radicaux dans la langue grecque, c'est l'érème. C'est un terme que vous n'aurez pas souvent rencontré, mais vous connaissez quand même des mots français courants. Par exemple, ermite, ça vient de la même racine. Ermite, ermitage. Et un peu plus savant, érémitisme. Donc tout ça vient d'un même terme érémos, qui veut dire le désert. Le désert au sens les terres qui ne sont pas habitées, c'est-à-dire les terres désertes. Vous savez que le terme désert, bon, aujourd'hui pour nous c'est un désert aride,
On peut parfois parler de désert froid, mais le sens en français classique, c'est une terre qui n'est pas habitée. Donc vous pouviez avoir des déserts directement dans la campagne. Il y a un roman de Duhamel qui s'appelait Le désert de Bièvre, par exemple. Bièvre, c'est en banlieue parisienne. Mais un désert. Bon, pour expliquer, alors désert, dans ce sens classique, ça correspond à l'anglais wilderness. Ça correspond à RM. Voilà, c'est donc l'espace sauvage. Et qui fréquente quand même le désert? Eh bien, c'est l'ermite. L'ermite ou l'anachorète. Et pendant que j'y suis, j'explique très rapidement l'étymologie de ce terme. Ça vient d'un mot latin, desertum. Alors, de, c'est un suffixe qui veut dire, un préfixe qui veut dire défaire. Et sertum, c'est le supin d'un verbe qui veut dire tisser, lier, tisser. Donc, c'est défaire des liens, défaire les liens qui font un monde humain. Quand vous quittez le monde humain, vous vous engagez dans le désert et, en principe, vous pouvez entrer en relation avec autre chose. Dans le cas de ces ermites qu'on a appelés les pères du désert dans l'histoire du catholicisme, enfin du christianisme, les pères du désert, c'était des gens qui quittaient le monde humain pour aller, en fait, hors de la ville, ce que, comme je vais l'expliquer tout à l'heure, le monde humain, il s'est centré sur la ville à une certaine époque. Mais il s'agira ici de remonter au-delà même de cette époque. Un des pères du désert les plus célèbres, son nom ne me vient pas, mais il avait commencé son expérience par un séjour dans un sépulcre. Il était resté 40 jours dans un sépulcre. C'est un symbole, ça veut dire mourir au monde et accéder à quelque chose de plus fondamental, accéder à un absolu qui, en l'affaire, est évidemment d'entrer en relation avec la transcendance divine. Bon, c'était un des pères fondateurs de la religion chrétienne. Maintenant, du point de vue de la mésologie, là je vous ai présenté les trois termes, donc l'urbain, le rural, le sauvage. Le sauvage, oui, il faudrait ajouter que le mot sauvage vient du latin silvaticus et que silva, c'est la forêt. Bon, sauvage vient de silva. Silvaticus, ça veut dire sylvain. Sylvain, c'est à l'origine une sorte de synonyme de sauvage. Du point de vue de la mésologie, l'idée que je vais développer, c'est que ces trois termes, l'urbain, le rural, le sauvage, prennent leur sens en rapport les uns avec les autres, parce que ils n'ont pas de sens en soi. Ça, c'est difficile à comprendre. Et il y a toujours, dans les questions de la mésologie, c'est-à-dire les problèmes que posent les milieux humains, et plus généralement l'écoumène, qui est l'ensemble des milieux humains, il y a toujours une ambivalence qui était déjà inscrite dans le terme grec qui a donné écoumène, c'est que c'était à la fois
comme dans le sens où la géographie moderne a utilisé le terme, c'est la terre habitée. Donc ça concerne n'importe quelle terre pourvu qu'elle soit habitée. Ça, c'est une entrée. Mais l'autre entrée, dans le sens de écoumène, c'est la terre que nous habitons, nous autres, nous, c'est-à-dire les Grecs. Donc l'écoumène, ça avait les deux sens. C'est la terre habitée par les Grecs dans son opposition à la terre habitée par les barbares. Et la terre habitée par les barbares, c'est des gens qui ne parlent pas grec, ne parlent pas le grec, même si ils avaient pu être aussi, voire plus civilisés que les Grecs eux-mêmes, comme les Perses. Bon, dans cette lignée-là, qui réfère à un sujet collectif, le terme écoumène a pris aussi le sens de Empire romain, puis Empire byzantin, voire chrétienté, la chrétienté par opposition aux terres infidèles, c'est-à-dire soit païennes, soit plutôt musulmanes. Oui, infidèles, c'est plutôt les musulmans, parce que les païens, c'est une autre affaire. Bien. Et cette ambivalence-là, elle intervient toujours dans les questions de milieu, puisque un milieu, ça suppose un existant. Et même au-delà d'une existence humaine, hein, un milieu, ça peut être le milieu d'une espèce, d'une certaine espèce vivante. Et c'est fondamentalement la même problématique. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette ambivalence entre la manière dont nous pouvons, avec les moyens, les protocoles de la science moderne, nous pouvons en faire un objet abstrait de notre propre existence, ça c'est une entrée, mais l'autre entrée que nécessite une approche proprement écouménale ou mésologique, c'est tenir compte du fait que tout cela ne prend sens, et même au-delà du sens, ne prend existence qu'à partir de l'existence d'un sujet collectif. L'un ne va pas sans l'autre. Et encore une fois, le sujet peut être quelque chose de non humain, un animal, voire un végétal. Alors, du point de vue de la science, qui va faire de tout cela des objets d'étude, si on vous pose la question, qu'est-ce qu'il y a à l'origine entre l'urbain, le rural, le sauvage, ou les REM? Ce qui vous vient à l'esprit immédiatement, c'est qu'il y a d'abord le sauvage, il y a d'abord les REM, et que c'est à partir de ça que, petit à petit, se sont constituées les campagnes, puis les villes. Effectivement, d'un point de vue scientifique, du point de vue de ce que peut nous montrer l'archéologie, la science historique, ça s'est fait comme ça. Maintenant, du deuxième point de vue, qui suppose une existence humaine, ça n'a pas du tout fonctionné dans ce sens-là. Parce que cette trilogie n'a pu se constituer qu'à partir, en fait, dans l'ordre inverse. Mais on a commencé historiquement par l'institution des campagnes. Autrement dit, c'est quelque chose qui a commencé avec le néolithique, avec les défrichements néolithiques, avec la naissance de l'agriculture. Parce que c'est à partir de ce moment-là que des tribus, des groupes humains ont commencé à défricher l'espace qui, à ce moment-là, est devenu l'espace sauvage. Il est devenu l'espace sauvage dans son contraste avec l'espace humanisé. Et ça a une incidence véritablement ontologique. D'ailleurs, l'idée même d'espace
pourrait bien avoir pris son origine là-dedans, dans cette expérience, c'est-à-dire les débuts de l'agriculture à l'époque néolithique. Il a fallu défricher, il a fallu ouvrir, dans beaucoup de langues, défricher et ouvrir, c'est le même terme. En chinois, par exemple, ouvrir, c'est khai. Et dans des langues européennes ici aussi, bon, il ne m'en vient pas tout de suite à l'esprit, mais un exemple, cette fois-ci ontologique, en revenant sur le terme espace et sur le thème rural. Bon, ce terme rural, en français, il vient du latin rus, qui veut dire la campagne, donc qui a donné rural, ruralité, etc., mais qui a la même racine que des termes qui, dans les langues germaniques, veulent dire espace. Parce que cela descend d'une racine indo-européenne, rebos, qui veut dire, c'est l'idée d'un espace libre, et qui a donné aussi bien l'allemand Raum que l'anglais room, qui veulent dire espace, n'est-ce pas? Raum et room, un espace libre. Mais c'est la même racine que campagne. Et pourquoi? Pourquoi ce rapport entre campagne et espace? Ça n'est pas très clair, mais l'hypothèse que je fais, c'est que ouvrir un espace, ouvrir une clairière dans la forêt, ce que font les essarteurs néolithiques, puisque ça s'est vraisemblablement fait, comme on fait le plus souvent, c'est-à-dire on fait brûler la forêt, c'est plus facile à ouvrir. Donc ça s'appelle de l'essartage. Et les essarteurs néolithiques ont ouvert dans la forêt, du moins en Europe, où l'étendue était forestière, ils ont ouvert des clairières. Alors une autre hypothèse que l'on peut faire à cet égard, c'est que, et là c'est tout à fait ontologique, ça a sans doute un rapport avec l'idée fréquente chez Heidegger de la clairière comme ouverture de l'être. Hein, ce qu'il appelle Lichtung, c'est bon, c'est une hypothèse, hein, mais il y a toujours des hypothèses qui se cachent derrière la plupart de nos idées. Qu'est-ce qui s'ouvre? Donc, il s'ouvre à la fois des clairières où l'on va cultiver la terre, mais il s'ouvre en même temps un espace nouveau, il s'ouvre l'espace, et plus encore, il s'ouvre un monde. Alors si je fais cette interprétation, ça n'est pas totalement gratuit, c'est en comparant des termes utilisés dans diverses langues. Par exemple, en chinois, l'ouverture du monde, l'ouverture initiale du monde par séparation de la terre et du ciel, c'est le même terme que celui qui veut dire défricher. Et vous avez le même mot qui est utilisé ici. Alors, ça devient Kaipi. Et on trouve
Kaipi, qui se prononce en japonais Kaibyaku. Alors il y a une expression, Kaibyaku Irai, c'est-à-dire depuis l'ouverture du monde, c'est-à-dire pour dire quelque chose qui est très ancien, vieux comme Mathusalem, on emploie cette expression. Alors c'est quand même, il y a du sens dans le fait que le même terme, Kaipi en chinois ou Kaibyaku en japonais, veuille dire aussi défriché. Et effectivement, du point de vue de la mésologie, il y a eu à ce moment-là naissance d'un monde nouveau qui s'est défini dans son opposition à l'espace sauvage, à ce qui, depuis ce moment-là, devenait l'espace sauvage. Parce qu'auparavant, ça n'était pas l'espace sauvage. Et là, nous en avons des preuves dans ce qu'a montré l'anthropologie. Par exemple, ce qu'a montré Maurice Godelier à propos des pygmées Mbouti. Ça n'est pas une recherche qu'il a faite directement, parce que c'est à partir des travaux d'un anthropologue anglais, mais bon, il en parlait dans un de ses livres d'une manière plus générale. Ces pygmées, ils habitent la forêt. Leur monde, c'est la forêt. Alors, vu de l'extérieur par les Bantous qui sont, eux, des agriculteurs, il s'agit de deux mondes différents. Et les Bantous ne s'aventurent pas, enfin, du moins à ces époques où il avait travaillé, c'est-à-dire aujourd'hui, s'il reste des pygmées, bon, leur monde s'est rapetissé, mais disons, il y a 2-3 générations, les Bantous n'osaient pas s'aventurer dans la forêt, qui était un monde qui n'était pas leur monde, justement, et réciproquement, et là c'est plus curieux, les Mbouti n'osaient pas s'aventurer hors de la forêt, parce que Derechef, ça n'était pas leur monde. Ça, c'est un cas. En Afrique, on a des exemples du même genre en Amérique du Sud. Philippe Descola a fait sa thèse sur une tribu du groupe Jivaro, les Achouars ou Achouars, je ne sais plus comment on prononce, Achouars. C'est l'équivalent des Mbouti parce qu'eux aussi, ils vivent dans la forêt et n'osent pas ou n'osaient pas s'aventurer hors de la forêt. C'est-à-dire que leur monde, c'est justement cet espace sauvage, l'espace sauvage vu à partir de la campagne. L'espace sauvage n'existe que vu à partir d'un autre monde qui est la campagne. Bon, mais ça va de soi. Ça ne va pas tellement de soi parce que notre réflexe, et on le voit très, très bien dans certains des débats les plus actuels de l'écologie, de l'économie soutenable, etc., les derniers espaces sauvages qui peuvent rester sur la planète, etc. On dit les derniers espaces sauvages, comme l'Antarctique, etc. En fait, c'est nous qui les instituons, à partir de notre point de vue. De même que l'idée même d'espace sauvage s'est instituée à partir des campagnes. Donc, d'un point de vue de Bantou, il y a des espaces sauvages. Alors, d'un point de vue de Pygmée, qu'est-ce que le monde des Bantous ? Je ne me rappelle plus comment Godelier le définissait, ni même s'il l'avait défini. En tout cas, ça n'était pas leur monde. Et fondamentalement, c'est bien ça, c'est une histoire de monde, avec un S, de monde différent. Et là, ça rejoint le thème fondamental de la mésologie, c'est que chaque existant,
qu'il soit individuel ou collectif, chaque existant a son propre monde ou son propre milieu. Et c'est ce que, plus particulièrement, ont montré les travaux de Uexküll, qui était un naturaliste, Jacob von Uexküll, en montrant que chaque espèce vivante, enfin, il parlait plutôt d'espèce animale, mais le principe vaut pour toute espèce vivante, a son propre monde qu'il appelait Umwelt. Bon, et à partir de là, Welt c'est le monde et c'est entourant, donc c'est le monde ambiant propre à une espèce. Et à partir de là, il a fondé ce qu'il a appelé Umweltlehre. Umweltlehre, ça veut dire l'étude de, ou la science des mondes ambiants, qui est synonyme de mésologie. Et les mondes ambiants, c'est bien au pluriel, c'est parce que chaque espèce vivante a son propre monde. Donc, dans le rapport dans le cas des humains, qui sont une seule espèce, mais qui, en outre, se subdivisent en sociétés diverses et en cultures diverses, chacune a son propre monde. Dans le cas des Achuar, c'est entre ce qui est dans la forêt et ce qui n'est pas dans la forêt. Dans le cas des Mbuti, il y a notre monde et il y a le monde des autres. C'est bien une histoire d'écoumène, au sens où les Grecs employaient ce terme d'écoumène. Hein, c'est nous autres avons notre monde et eux autres, ils ont leur monde, où nous nous sentons mal, et qui nous dépaysent, etc., etc. Et que naturellement, on méprise fondamentalement. Alors, cela veut dire que, du point de vue, par exemple, du point de vue des Mbuti, on a un monde, et le terme cosmos qui le dit, chaque culture a sa propre vision du monde, sa propre cosmologie, et qui est fondamentalement un ordre bon, un ordre qui est bon, un bon ordre. Ce que veut dire ce terme cosmos, fondamentalement. Donc un monde habitable, qui fait sens et qui est bon. C'est des questions que nous avons déjà vues dans les leçons précédentes, mais auxquelles il faut toujours revenir, l'idée étant que c'est un monde qui est approprié par un sujet, collectif en l'occurrence, mais qui peut être individuel aussi, parce que ça se subdivise, et qui est chargé de valeurs qui sont positives. Toutes les valeurs, aussi bien morales qu'esthétiques. Ainsi, pour revenir au thème de l'institution du rural à partir du néolithique, il y a eu à ce moment-là création de monde, il y a eu cosmogénèse. C'est une valeur cosmogénétique. Ou bien apparition d'un monde, c'est-à-dire une cosmophanie. Apparition d'un monde. Et vous voyez que ça s'est fait dans l'ordre inverse de celui qui nous vient d'abord à l'esprit quand on pense à espace sauvage et espace rural, hein, dans notre esprit qui découle de la science moderne. Il y a eu d'abord l'un, le sauvage, et ensuite l'autre, le rural. Maintenant, ce ne sont pas que des histoires de mots, ça a une valeur très directe en esthétique,
Par exemple, le paysagiste Bernard Lassus a montré, dans ses enseignements, il revenait souvent là-dessus, avec des exemples très simples. Si on a une collection d'objets sur une table, demandez aux étudiants de les classer du plus naturel au moins naturel, ou du plus naturel au plus artificiel. Donc il fait travailler les étudiants comme ça, et on s'aperçoit que, naturellement, toutes ces valeurs sont relatives. On est plus naturel, enfin, par exemple, l'objet A est plus naturel que l'objet B, ou moins que l'objet C, etc. Et on voit que introduire dans un groupe d'objets un élément qui apparaît plus naturel fait immédiatement ressentir les autres comme plus artificiels. Et inversement, si vous introduisez un élément plus artificiel, il fait apparaître plus naturels les autres éléments. C'est très important, parce que, en fait, dans un paysage à l'échelle ordinaire, ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire les choses sont nécessairement en rapport les unes avec les autres, et si vous voulez rendre un espace plus habitable, plus amène, etc., vous devez jouer sur ces différents registres. Donc ça vaudra la peine de revenir là-dessus. L'idée étant qu'il n'y a pas de naturel en soi. Alors, on dit oui, après tout, ça n'est qu'un adjectif. Allons plus loin, il n'y a pas de nature en soi. Là, c'est plus difficile à admettre. Et il faudra revenir sur cette idée. Bien, maintenant, sur le rural en tant qu'espace premier. Du point de vue mésologique, le rural est l'espace premier. Rappelez-vous, cette ouverture de monde par défrichement de la clairière cosmogénétique. Les paysagistes qui sont amenés quotidiennement à travailler là-dessus, par exemple, un paysagiste qui a été mon collègue du temps où il existait un DEA paysage à l'école d'architecture de Paris-la-Villette, lui est toujours paysagiste et aussi enseignant, toujours à la Villette d'ailleurs, entre autres, Pascal Aubry. Alors, sur le terme motif de paysage, puisque dans l'espace qui nous entoure, c'est-à-dire c'est un paysage, nous avons ces motifs, l'urbain, le rural et le sauvage. Ici, à Corté, on a les trois. C'est bien commode. Et vous, qui habitez ici, vous savez que tout ça est très relatif. C'est là-dessus d'ailleurs que je vais terminer, puisque, en fait, tout cela, aujourd'hui, se situe dans le cadre général de l'urbain diffus. Mais bon, ça sera pour la conclusion. Alors, l'idée de motif, des motifs paysagers. La définition qu'en donne Aubry, c'est la suivante: élément de l'espace concret qui nous motive à inventer un paysage. Élément de l'espace concret qui nous motive à inventer un paysage. Alors, ce mot de motif, moi aussi, j'ai beaucoup réfléchi dans le temps. C'est un motif de paysage. Ceux qui ont introduit ce terme en esthétique, ou en tout cas qui en ont fait grand usage, ce sont les impressionnistes, quand ils parlaient d'aller peindre sur le motif. Aller peindre sur le motif. Motif, ce qui est intéressant aussi, c'est son ambivalence, l'ambivalence de ce terme. Un motif, c'est quelque chose qui vous motive, comme on vient de le voir, quelque chose qui vous émeut, et même quelque chose qui vous pousse à agir de telle ou telle manière. Vous avez ces sens-là dans motif.
d'ailleurs le sens le plus ordinaire, c'est bien celui-là. Un motif, c'est une raison de faire quelque chose. Il n'y a pas de motif, il y a motif, le motif du crime, etc. Bon. Mais motif, c'est quelque chose qui est spatio-temporel. Quand vous parlez du motif d'une mélodie, là, c'est le déroulement d'un motif. Ça se déroule dans le temps, le motif d'une mélodie. Ou si vous parlez des motifs d'une frise, là, c'est un arrangement dans l'espace. Ou les motifs d'un papier peint, ça aussi, c'est un arrangement dans l'espace. En fait, motif, c'est spatio-temporel, et ça peut l'être justement parce que ça concerne notre existence. Ça ne nous est pas indifférent. Donc on ne peut pas le discrétiser tout simplement en quelque chose de spatial ou quelque chose de temporel. Il y a du vécu. Et à partir du moment où il y a du vécu, là-dedans, ça bouge, ça change, ça évolue. Et il n'est pas étonnant que bien des mots relèvent de la même famille. D'abord, un mot, ça relève de cette même famille. Mouvement, motif, mouvoir, etc. Motivation, émotion, tout cela relève de la même famille. Donc c'est un mouvement qui engage notre existence dans notre milieu et avec notre milieu. Et les motifs paysagers fondamentaux que sont l'urbain, le rural et le sauvage sont justement des motifs. Ça engage notre existence, nos émotions, etc. Ça, ce sont les évidences de notre monde. Ce sont les trois motifs fondamentaux de l'organisation de l'espace, même au-delà de notre monde, l'organisation cosmophanique de notre environnement. Comment, alors, étant mésologique, c'est aussi nécessairement historique, puisqu'il y a mouvement dans l'espace et dans le temps. Et effectivement, il y a une longue histoire, toujours typée culturellement, de ces trois motifs. Maintenant, le motif du rural, en tant qu'espace premier. Si vous voyez dans l'Antiquité gréco-romaine, comment s'organisait l'espace-temps d'un riche romain. Un riche romain était propriétaire foncier, aussi bien à la ville qu'à la campagne. Et le temps qu'il passait en ville, il l'appelait negotium, et le temps qu'il passait à la campagne, il l'appelait otium. Alors, aujourd'hui, le negotium, en somme, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les affaires. Les affaires, c'est ce qui est important dans notre vie. On s'occupe d'affaires. Et c'est de ce negotium qu'est né le mot négoce. Mais vous voyez que dans ce terme negotium, ça commence par une négation. Le negotium, c'est ce qui nie l'otium. Ça, c'est donc le matériau premier pour cette classe de riches propriétaires. Le mode de vie de base, c'est bien otium, c'est le loisir. Et c'est ce qu'a bien mis en lumière, je vous en ai déjà parlé, mais il faut toujours le rappeler, c'est ce qu'a bien mis en lumière cet anthropologue américain, mais d'origine norvégienne, qui était Veblen. Dans un livre fameux qui s'appelle « Théorie de la classe de loisirs », dont je vous ai parlé déjà.
qui est paru initialement en 1899, A Theory of the Leisure Class. La classe de loisirs, bon, loisirs, pour nous, c'est les vacances, et en principe, on ne fait rien. En fait, on fait ce qu'on aime dans les loisirs. Dans l'otium, on faisait ce qu'on aimait. Et d'ailleurs, très souvent, on pouvait être très occupé. Par exemple, quand Cicéron va sur ses propriétés, il s'occupe d'écrire, d'étudier la nature, justement, en particulier, etc. Mais cet otium, qui est le mode de vie normal, à partir duquel va se définir sa négation, les affaires, c'est là où on a des obligations envers les gens dans notre monde. Les obligations qui font justement un monde. Alors, dans obligation, vous avez toujours cette idée de lien, ligature, lié, qui rejoint l'idée que je vous avais présentée ici. C'est ce qui tisse le monde, c'est les obligations qui tissent le monde. Et quand vous pouvez vous en détacher, vous partez au désert. Ce ne sont pas que des jeux de mots, vous verrez petit à petit que ça peut entraîner des choses tout à fait concrètes dans l'organisation de notre environnement. Ah bah tiens, je retrouve le nom de ce saint qui avait passé 40 jours c'est Saint Antoine. Saint Antoine, il a commencé symboliquement son départ au désert par un séjour de 40 jours dans un sépulcre. Quand vous quittez ces obligations qui font votre monde, et je vous en donnerai tout à l'heure un autre exemple, cette fois-ci un exemple chinois, quand vous quittez votre monde, vous accomplissez un retour à quelque chose de premier, qui est l'otium, et c'est de là qu'est venue l'idée qui a donné un terme, le terme anachorète, qui est synonyme d'ermite. L'ermite, c'est celui qui part au désert, eremos. Et ici, il y a l'idée de retour à la chora, qui est la campagne. Retour à la campagne. Alors pourquoi est-ce qu'un ermite est synonyme d'un anachorète? Parce que, à partir d'un certain moment de l'histoire, la campagne est devenue synonyme de désert au sens classique, c'est-à-dire où il n'y a pas les gens. Les gens, c'est ceux qui comptent pour nous, le mode de vie qui compte pour nous. Et si je suis un riche Romain propriétaire et qui fait des affaires à Rome, ce sont mes concitoyens à Rome. Mais je peux faire retour à quelque chose de premier. C'est pour ça que je peux m'appeler anachorète. Quand je quitte la ville, je passe les portes de la ville et je retourne en fait à la campagne. Je retourne à quelque chose de primitif. Quelque chose qui est, en somme, ce qui pour nous est l'habitat du sauvage. Le sauvage, c'est celui qui habite le monde sylvain. C'est celui qui habite, par exemple, si j'étais bantou, j'ai effacé bantou, c'est si je retournais
dans le monde sauvage qui est celui des pygmées. L'idée sous-jacente et sempiternelle, qui revient toujours, c'est que tous ces termes ne prennent véritablement sens qu'en rapport les uns avec les autres. Il n'y a jamais d'en soi là-dedans, jamais de pure nature. La nature, c'est toujours par rapport à ce qui est plus artificiel, moins artificiel, etc. Bon, pour clore ce premier chapitre, en somme, pour le dire de manière radicale, l'espace sauvage n'existe pas. L'espace sauvage n'existe pas, ou l'érem n'existe pas, c'est-à-dire ça n'existe pas en soi. C'est difficile à avaler. Vous ne pouvez pas l'avaler facilement. Parce que poser les choses comme ça, en réalité, ça implique un mode de pensée très étranger à la tradition européenne, qui est une tradition de pensée substantialiste. Substantialiste, ça veut dire que nous sommes convaincus. Nous avons toujours appris qu'il y a des choses qui ont leur propre nature, leur propre essence, leur propre substance, et que, dans certains cas, il peut s'y ajouter des relations avec d'autres substances. Ça, c'est notre mode de pensée fondamental. En Asie orientale, le mode de pensée est à peu près inverse, c'est-à-dire qu'il pose d'abord la relation et que c'est à partir de la relation que les choses prennent substance. Et c'est quelque chose qui est radicalisé par certaines religions. Dans la tradition chrétienne, il y a bien entendu d'abord Dieu, Dieu qui est la substance absolue. Dans le bouddhisme, fondamentalement, il y a ce qu'il appelle le vide, ou ce que le taoïsme appelle l'il n'y a pas. On traduit souvent par néant, mais bon, néant, ça a des connotations qui sont propres à notre propre tradition. Mais très schématiquement, vous avez d'un côté une tradition substantialiste, la nôtre, et une tradition relativiste, celle du bouddhisme ou du taoïsme. Et pas seulement les religions bouddhistes et taoïstes, mais le mode de pensée général. Bon, la mésologie est entre les deux. D'ailleurs, elle est entre les deux par définition même, puisqu'elle prétend être au milieu. C'est-à-dire que la mésologie ne peut pas décider quant à la précédence de l'un ou de l'autre, c'est-à-dire de la substance ou de la relation. Elle ne peut prendre les choses qu'à partir du moment où il y a déjà relation entre des termes qui ont une certaine substance. Vous voyez, dans l'exemple qui nous occupe aujourd'hui, le rural, le sauvage, l'urbain, la mésologie doit tenir compte de l'ambivalence fondamentale qui fait qu'il y a d'un côté l'espace sauvage vu par la science moderne qui évidemment nous montre que ce qu'il y a d'abord c'est l'espace sauvage, et puis il y a le point de vue que j'appellerais phénoménologue ou phénoménal, phénoménologiste, qui pose d'abord une certaine existence pour laquelle il y a, bon, par exemple, à partir du moment où vous avez des agriculteurs néolithiques, il y a espace sauvage. Et pour la mésologie, du moins telle que je l'entends, la réalité est justement la combinaison des deux. La combinaison des deux. Et pour rappeler ce que j'ai exposé lors des précédentes leçons, ça peut se schématiser par le rapport entre, d'un point
de vue logique un sujet et un prédicat. Le sujet, c'est ce dont il s'agit. Le prédicat, c'est la manière de le saisir. C'est au sens large, hein, ce n'est pas réduit au sens habituel de ces mots en logique. Donc, la réalité, c'est les deux combinés, la manière de saisir un sujet. Et on ne pose pas la question de savoir s'il y a d'abord prédicat ou s'il y a d'abord sujet. On prend la réalité dans son déroulement historique où il y a, à notre connaissance, toujours eu ce rapport, aussi bien pour l'espèce humaine que pour les espèces vivantes. Bon, ceux d'entre vous qui n'étaient pas là les fois précédentes, vous pourrez me demander éventuellement des précisions, mais là, je ne reviens pas davantage sur ce point de vue. Bien, alors, jusqu'ici, je vous ai parlé de la campagne ou du rural comme espace premier à partir duquel va se définir, par contraste, un espace sauvage. Maintenant, après ce qu'on appelait la révolution néolithique, quelques milliers d'années après, alors la révolution néolithique, disons, ça dépend des endroits, mais pour l'Asie mineure, grosso modo, disons 10 000 ans, il y a 10 000 ans. Et puis, environ 4 000 ans plus tard, commencent à apparaître des villes. Eh bien, à partir de ce moment, va se définir un nouveau point de vue qui, lui, va être centré sur la ville et non pas sur la campagne. Et à partir de ce nouveau point de vue, un point de vue urbain, le sens des deux autres termes va être transformé. La ville va refonder le monde. Elle va non seulement refonder le monde, mais elle va prétendre être la fondation du monde, tout simplement, comme s'il n'y avait rien eu avant. C'est ce que nous voyons dans les rites de fondation des villes, aussi bien dans le monde gréco-romain que dans d'autres civilisations. Nous connaissons mieux, bien entendu, ce qui s'est passé dans le monde gréco-romain. Ceux d'entre vous qui ont fait du latin avaient rencontré l'expression ab urbe condita. Ça veut dire depuis la fondation de la ville, enfin depuis la ville fondée, depuis la fondation de la ville. Et c'est comme ça qu'on compte les années. Donc, dans le cas le plus connu, c'est depuis la fondation de Rome, en 753. Donc l'histoire commence, elle est comptée, C-O-M-P-T-E, à partir de ce point zéro, comme la chrétienté a compté à partir de la naissance du Christ. Ça devient plus surprenant quand vous apprenez que, en réalité, chaque fondation de ville se posait au point de départ de sa propre histoire. Et davantage que sa propre histoire, mais tout simplement de l'histoire. Chaque fondation de ville. Et dans le monde romain courait l'idée que nous avons gardée, mais elle n'a jamais pu être prouvée historiquement, l'idée que les rites de fondation de ville venaient des Étrusques, que les Romains l'auraient appris des Étrusques. C'était même ce qu'on appelait la discipline étrusque, disciplina etrusca. Bon, ça n'a jamais pu être prouvé, mais peu importe, toujours est-il qu'il y avait ces rites de fondation de ville, certaines villes réussissant mieux que d'autres, et bien entendu, c'est Rome qui a mieux réussi que toutes les autres, et elle a véritablement fondé un monde, le monde romain.
fonder, je disais, un monde, mais effectivement, à chaque fondation de ville, l'un des aspects essentiels du rite, c'était de creuser un trou qu'on appelait mundus, justement. Mundus, d'où vient notre mot monde. Mundus, à d'autres égards, est synonyme de cosmos. Mais dans cosmos, il n'y a pas cette idée du trou sacré que l'on creuse à la fondation de la ville. Ça, c'est spécifiquement romain, voire étrusque. Mais les autres sens du mot mundus sont les mêmes que de cosmos, c'est-à-dire l'idée d'un bon ordre. Faire le ménage dans la maison, c'est la rendre monde, alors que quand on ne le fait pas, ça devient immonde. Immonde, ça veut dire qui n'est pas monde. Il y a le sens de parure, comme dans Cosmos, plus spécialement de la parure féminine, mais pas seulement la parure féminine. Et puis, bien entendu, le sens de monde. Il y a toujours les trois sens. Donc, au moment où vous fondez la ville, vous creusez ce trou qui va devenir un axe cosmique, devient un axe à partir du moment où vous le mettez en relation avec le ciel, puisqu'il est creusé dans la terre, vous le mettez en relation avec le ciel, et vous faites descendre le ciel sur la terre. Les prêtres, avec un bâton sacré, découpent un quadrilatère dans le ciel et le font descendre sur la terre, comme ça. Ce mot, ce quadrilatère sacré qui descend sur la terre à partir du ciel, c'est le templum. Bon. Mais ce n'est pas tout. Donc la ville va mettre en relation la terre et le ciel, ou le ciel et la terre. Ce faisant, elle ouvre un monde. En Chine, on a l'idée d'ouverture du monde plutôt par écartement. Là, c'est plutôt par mise en relation. Mais aussi, par rapport à l'espace terrestre, il va y avoir la définition de la ville par un trait symbolique que l'on va tracer à la charrue. Et très curieusement, ça va donner... La charrue, c'est un instrument aratoire, mais ça va donner naissance à l'idée même d'urbain, puisque ce sillon symbolique, tracer un sillon, ça se dit urbare, ou urbare. Vous reconnaissez évidemment la racine d'urbain. Rome, c'est urbs, c'est la ville entre toutes. C'est quand même curieux que l'idée d'urbain vienne de l'instrument aratoire par excellence, qu'est la charrue. Et c'est normal, puisque la ville est née à partir de l'espace où il n'y avait pas de ville, c'est-à-dire l'espace rural. Et ça devient une limite sacrée, tellement sacrée que, comme vous le savez, Romulus et Rémus, les deux frères, l'un des deux, pour se moquer de l'autre, saute par-dessus la limite sacrée, alors son frère le tue. Parce que désormais, c'est une limite sacrée. Et ce caractère sacré va être souligné plus tard par ce qu'on appelle le pomoerium. C'est-à-dire un espace où vous n'avez le droit ni de bâtir, ni de cultiver. Et il est, ça veut dire en avant d'eux, ou derrière, mais ça veut dire au-delà, et ça c'est le même mot que murus, qui veut dire mur. Donc c'est au-delà du mur.
Au-delà du mur, vous n'avez symboliquement ni culture, ni construction. C'est pour souligner le contraste entre le monde humain, qui est occupé par nous autres, citoyens ou concitoyens, romains en particulier, et ce qui est en dehors, ce qui est hors les murs. Ça, c'est symbolique, le pomoerium, et c'est souligné en dur par le mur, par la muraille. La muraille qui va devenir non seulement le symbole de la ville pour des millénaires, mais même synonyme de ville. Si vous prenez par exemple la définition de la ville à la fin du XVIIIe siècle en Europe, dans l'encyclopédie de Diderot, je vous lis, ça c'est en 1765, alors le mot ville, définition, c'est une enceinte fermée de murailles qui renferme plusieurs quartiers, des rues, des places publiques et autres édifices. Ça n'est pas une définition que vous pourriez donner aujourd'hui, mais quand même, 1765, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, si vous considérez la longueur de l'histoire des villes. Donc l'idée de ville, elle est contenue dans l'idée même de muraille. Et ça n'est pas un exemple isolé. Vous avez même un exemple plus fort et plus récent dans le mot et dans le sinogramme Chen, qui veut dire ou bien muraille ou bien ville. C'est les deux. C'est les deux. Et quand vous dites la grande Chen, c'est la grande muraille de Chine. Et Chen veut dire aussi ville. Pourquoi est-ce qu'il faut tracer des limites comme ça, non seulement symboliques, mais en plus en dur? Alors la limite en dur, on comprend, il s'agit de se défendre. Mais ça n'est pas simplement pour se défendre, c'est pour exister. Exister. Et là, c'est le côté symbolique qui est le plus important. C'est là le sens du sillon fondateur. C'est que la ville doit exister, comme dit l'étymologie, c'est se tenir hors de, ex sistere. Exister hors de cet espace qui lui a préexisté, c'est-à-dire hors de l'espace rural. Ex sistere, c'est évidemment une idée chargée de symboles. C'est de la même manière que l'enfant naît à partir de la mère et il commence à exister à la naissance, au moment où il se sépare et où il se tient hors de. Vous voyez, tout ça se tient dans les milieux humains où toute chose est toujours à la fois symbolique, technique et écologique. L'équivalent en Asie orientale du pomoerium que l'on vient de voir à propos de Rome, le pomoerium, donc symbole de l'existence de la ville à partir d'un espace plus ancien, primordial, primitif. L'équivalent en Chine, c'est ce qu'on appelait là-bas le tia, qui à beaucoup d'égards est comparable et qui a donné naissance au terme banlieue, au-delà du tia, c'est-à-dire
Or, au-delà de cet espace qui est pomoerium, c'est-à-dire au-delà du mur, Tiawai, Wai qui veut dire en dehors d'eux, ça veut dire banlieue. Le terme est d'ailleurs né au Japon plutôt qu'en Chine. À l'époque Meiji, ça c'est la prononciation japonaise. Kogai, ça veut dire la banlieue. Avec toutes sortes de rites qui y sont attachés et qui remontent très loin dans le passé, parce qu'à l'origine, Tiao, ça voulait dire, c'était des terrasses, comme un hôtel, A-U-T-E-L, où le souverain accomplissait des sacrifices au solstice d'hiver et au solstice d'été. Au solstice d'hiver, il allait accomplir le sacrifice hors de la muraille en l'honneur de la terre, et l'été en l'honneur du soleil au nord de la muraille. Alors, au sud, l'hiver, en l'honneur de la terre, et au nord, l'été, en l'honneur du soleil, ou du ciel plutôt, excusez-moi. Et un aspect essentiel de ce sacrifice, c'était d'allumer des grands feux. Allumer des grands feux. Alors ça vous paraîtra très exotique, très plein de chinoiseries, mais allumer des feux au solstice d'été, c'est des choses que nous connaissons ou avons connues aussi. Et ça s'appelait chez nous les feux de la Saint-Jean. Et il y a peut-être des raisons profondes, communes aux deux cas, je ne sais pas. On pourrait peut-être imaginer un rapport avec les essarteurs qui ont ouvert les premières clairières dans la forêt primitive, peut-être. En tout cas, c'est un sens cosmologique dans les deux cas. Parce que, pour nous, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, ça n'a plus aucun sens. La plupart d'entre nous n'arrêtons pas d'entrer et de sortir de la ville, en voiture ou en train ou n'importe. Donc ce passage-là n'a plus aucun sens, mais jadis, ça avait un sens cosmique, un sens cosmologique. C'est pour ça, justement, que entrer ou sortir, passer les portes de la ville, ça signifiait quelque chose de quasi ontologique, un rapport avec notre être. Et c'est là que se définissait, voire se fondait la distinction entre nature et culture. Dans le cas de la Chine, c'est très clair, c'est hors les murs. C'est en dehors de la culture. La culture, c'est Wen, ça veut dire aussi l'écrit, la culture. L'écriture, vous le savez, est née avec les villes. À partir du moment où il a fallu comptabiliser, tenir des registres, etc., on a inventé l'écriture, et ce sont les villes qui l'ont inventée. Ça subsiste à l'autre bout de l'Eurasie dans ce terme. Ça, c'est la culture. Et c'est aussi l'écrit. Et c'est monopolisé par la ville. Pour des millénaires, sauf exception, c'est monopolisé par la ville. Monopoliser l'écrit, ça veut dire monopoliser l'histoire. Parce que l'histoire ne subsiste que dans la mesure où vous l'écrivez. Sinon, c'est pur mythe. L'histoire proprement dite, c'est l'écriture. C'est donc la ville qui la maîtrise et qui écrit l'histoire à sa guise. Et qu'est-ce qu'il y avait avant ? Il y avait une société non urbaine, c'est-à-dire une société rurale, qui avait sa propre vision du monde.
et qui en a été dépossédée. Dépossédée, c'est-à-dire elle n'a plus eu droit à l'histoire. L'histoire, très largement, a été l'histoire de la classe de loisirs, écrite par la classe de loisirs, qui était la classe dominante. Ce que vous avez de l'autre côté du mur, hors les murs, finalement, ça est devenu un tout indistinct qui s'est défini essentiellement par le fait de ne pas être urbain. Donc, aussi bien la campagne que l'espace sauvage se sont trouvés amalgamés dans cette non-urbanité. On en a des traces, hein, ce n'est pas simplement des manières de voir que je suis en train de vous exposer, on en a des traces dans le vocabulaire que nous utilisons. Par exemple, le mot agreste. Vous reconnaissez bien entendu le radical agre, qui veut dire cultiver, qui a donné agriculture. C'est un radical indo-européen. Le mot agreste, en français jusqu'au XVIIIe siècle, a voulu dire à la fois champêtre et sauvage. Alors, l'acception sauvage a disparu au XVIIIe siècle, dans la langue française. Alors, en Corse, je ne sais pas, je vous pose la question. C'est resté, il y a les deux aspects. Parce qu'en castillan, il y a toujours les deux aspects. Agreste, il y a les deux sens. Ce qui mène quelquefois à de très jolis contresens. Je ne sais pas si je vous ai raconté, il y a un certain nombre d'années, je me suis mis, comme je devais donner des cours à Mexico, je me suis mis dans l'idée de les donner en espagnol. J'ai donc appris l'espagnol avec la méthode Assimil. Et dans la méthode Assimil, je crois que c'est dans le tome 2, il y a un endroit où on nous parle, tome 1, des diverses provinces de la péninsule ibérique. Et à propos des Asturies, on nous dit que c'est le más agreste, hein, c'est le plus agreste. Alors moi je dis, oula, ça doit être de jolies campagnes. Et non, ça veut dire le plus sauvage. Le plus sauvage. Vous avez la même chose en anglais avec agrestic. Agrestic, ça veut dire sauvage, rustre. Et ça n'est pas un phénomène limité aux langues indo-européennes. Vous avez exactement le même phénomène en chinois, où le sinogramme qui veut dire la campagne le plus couramment, c'est ye. Il a ces deux acceptions, c'est-à-dire dans certains cas, ça renvoie à la campagne, c'est champêtre, et dans d'autres cas, ça renvoie à la nature sauvage. Par exemple, si vous dites Yégen, ça veut dire le yéti. Le yéti, c'est l'abominable homme des neiges, etc. Et dans le composé Yehi, enfin en japonais plutôt Yase, vous avez ceci plus. Ça veut dire la naturalité. La nature Yehi. Yase, c'est la sauvagerie. La sauvagerie. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors que, initialement, l'espace sauvage s'était défini dans son opposition, l'espace sauvage s'était défini à partir de l'espace rural. C'est l'espace rural, rappelez-vous, qui a donné naissance à la notion même d'espace sauvage. Comment se fait-il que l'espace rural lui-même soit devenu sauvage ? Tout simplement dans un rapport contrastif avec l'espace urbain qui, lui, s'arroge la fondation du monde. Donc c'est à partir de l'espace urbain que le reste va devenir pêle-mêle à la fois rural et sauvage.
Et c'est à partir de la ville que se définissent les bonnes mœurs, les bonnes manières, le beau monde. Bon, vous pouvez alterner. Par exemple, dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, si vous êtes véritablement de la classe de loisirs, vous avez à la fois des propriétés en ville et des propriétés hors de la ville, et vous alternez la saison en ville et la saison sur vos propres terres. On le faisait un peu moins en France parce que la cour était plus prenante à Versailles qu'elle n'était dans le cas de l'Angleterre. Mais la campagne, que les Anglais, enfin que la langue anglaise appelle countryside, country, c'est la contrée. La contrée, c'est ce qui se définit par rapport à, elle est contre, c'est-à-dire c'est autre chose que la ville. C'est pour ça qu'elle est du côté contre, countryside. Et pour vous donner un exemple qui corrobore ce que je vous ai dit à propos de ces termes, agreste, ie, etc., c'est une belle expression d'un historien de l'art qui s'appelait Horace Walpole, qui vécut de 1717 à 1797 et qui est un ancien de l'école de Eton et de l'université de Cambridge, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux en matière d'urbanité. Donc, il écrit à propos des jardins, d'une histoire des jardins, et à propos de l'invention du haha ou du haha, qui est un fossé séparant le jardin de l'espace alentour et permettant de supprimer le mur. Comme ça, vous pouvez avoir une perspective continue. Donc, il attribue l'invention du haha à William Kent. Dans le passage suivant, The garden, in its turn, was to be set free from its prim regularity, that it might assort with the wilder country without. Alors, ça se traduit de la manière suivante. Le jardin, à son tour, devait être libéré de sa prude régularité, its prim regularity, pour s'assortir à la campagne plus sauvage au dehors. Mais ce n'est pas tout. He, c'est-à-dire William Kent, he leaped the fence and saw that all nature was a garden. Et il sauta la barrière et vit que toute la nature était un jardin. Donc vous avez à la fois intégration de la campagne alentour à la perspective du jardin lui-même, à partir du perron de votre château. Vous avez le jardin et vous avez, dans cette perspective que vous maîtrisez, tout le territoire visible jusqu'à l'horizon. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette partie qui est au-delà du haha et qui est la campagne anglaise peignée, ratissée depuis 5000 ans par les paysans, c'est la nature. C'est la nature. C'est la nature parce que le regard de la classe de loisirs, pour le regard de la classe de loisirs, le travail paysan n'existe pas. Et ça, ce n'est pas seulement une histoire de gentry, de gentleman, c'est aussi vieux que la ville. Aussi vieux que la ville. Et on en a des traces déjà dans les plus anciens écrits de la littérature européenne, puisque Hésiode, qui pourtant était paysan lui-même, à propos de l'âge d'or, il dit des choses qui, fondamentalement, relèvent de la même vision. Par exemple, quand il dit qu'à l'âge d'or,
au temps de la race d'or, la terre d'elle-même donnait ses fruits. La terre donnait ses fruits d'elle-même. Et le mot qu'il emploie pour dire terre, c'est Arura. Vous reconnaîtrez le radical ar. C'est un radical indo-européen qui veut dire cultiver, que vous retrouvez par exemple dans arer ou bien dans ar, aratoire et tout ça. Donc, il dit tout naturellement et sans penser à mal, la terre donnait d'elle-même ses fruits. D'elle-même, il dit automate, automatiquement. D'elle-même, c'est-à-dire sans travail, sans travail. Mais contradictoirement, le terme qu'il emploie, c'est arouas, qui veut dire une terre travaillée par la charrue. Et c'est inconscient. Donc, il n'a pas conscience que, tout en énonçant le mythe, alors le mythe, c'est pas lui qui l'a inventé, il l'a mis par écrit, il l'a écrit, il l'a transmis aux générations suivantes, mais c'est un mythe beaucoup plus général. C'est un mythe qui renvoie en fait à l'idée d'une unité première de l'être humain avec la nature, ou avec un milieu d'origine qui est lui-même un symbole repris d'autres images telles que la sortie de tout nouvel être humain à partir de la matrice maternelle. Donc, la nostalgie d'une indistinction première, un âge d'or, avant le travail de la naissance, au sens du travail d'une femme en couche, ou bien le travail de la terre, destiné à lui faire rendre ce qu'elle ne va pas donner d'elle-même. Donc il faut la cultiver. Et ce thème est encore plus net dans les mythologies de l'Asie orientale, parce qu'en chinois, cet état d'indistinction première, de félicité totale avant le travail, ça se dit Da Tong. C'est mot à mot le grand même, c'est la grande identité, c'est-à-dire avant la séparation, avant l'existence de l'existant, justement. C'est ce que Platon appellera dans le Timée la Génésis. C'est un mot, ça c'est l'être relatif qui ne peut exister que dans son rapport avec la Chora, la Chora. Dans un rapport à la fois d'empreinte et de matrice. La Chora est maternelle vis-à-vis de la Génésis, donc le milieu est comme une matrice par rapport à l'être relatif, mais en même temps, elle est son empreinte, c'est-à-dire qu'elle a des traces de l'action de l'être relatif. C'est ça, c'est le fondement du rapport d'un existant quelconque, mais en particulier humain, par rapport à son milieu. Et le milieu est votre matrice, mais en même temps, vous exercez une action sur le milieu. Ceci sera accentué par Virgile dans les Géorgiques, mais c'est toujours le même principe. L'idée que, finalement, la terre donne ses fruits. Alors, chez Virgile, ça devient un travail facile. Un travail facile. Donc, si vous travaillez la terre pour lui faire rendre votre pitance, vous savez que ça n'est pas un travail facile. Mais vu par la classe de loisirs, c'est ça, c'est un travail facile. Ça va donner naissance à un rapport à la terre qui est purement contemplatif, puisque vous ne travaillez plus, puisqu'il n'y a plus de labour, ni de labeur. Labour, labeur. Ça ne compte pas. Pour la classe de loisirs, ça ne compte pas. Et au contraire, vous allez pouvoir, en contemplant cette nature alentour,
qui donne ses fruits d'elle-même, vous sentir libéré. Libéré des obligations des affaires en ville. Et il y a cette idée, donc, quand on sort de la ville, quand on passe les murs de la ville, eh bien, on est dans la nature dans un sens très positif. C'est une nature maternelle qui vous donne ses fruits, qui vous donne du plaisir, de la jouissance, en dehors des liens que vous impose la ville. Dans la ville, vous êtes en relation d'affaires avec des gens de votre statut, donc c'est plus prenant. Cette jouissance de la nature contemplative, c'est de là qu'est née la notion de paysage, et c'est quelque chose qui s'est passé en Chine au IVe siècle de notre ère, et dans ce qui marque cette naissance du paysage, on a très exactement les mêmes images. Je vous cite un vers d'un poète qui s'appelait Wang Huizhi. C'est un distique. Distrayant mon cœur dans le paysage, à moi-même absent, j'oublie mon likou. J'oublie mon likou, c'est-à-dire ce qui m'étrangle quand je suis là-bas en ville, pris par mes obligations. C'est toujours le même likou, ligament, c'est les liens qui font le monde. Mais là, quand je suis devant la nature, je suis libéré. Ce sont exactement les mêmes motifs que vous retrouvez chez nous, aujourd'hui encore, quand on quitte le boulot et qu'on va rejoindre sa résidence secondaire. Ce que certains d'entre nous connaissent dans leur vie même quotidienne, et ça rejoint le thème de l'urbain diffus dont je parlais la dernière fois, c'est-à-dire que maintenant tout le territoire est occupé par une société qui est essentiellement urbaine et qui, grâce aux machines que nous a procurées la modernité, peut vivre comme si elle était devenue une classe de loisirs. C'est-à-dire, c'est les machines qui font le boulot. Je schématise, bien sûr. Je schématise. Mais en tout cas, elles font le boulot physique. Et pendant des millénaires, ça a été ça. L'essence du travail, c'est le travail de la terre qui était un travail physique. Voilà. Vous voyez donc que aujourd'hui encore, c'est à partir de la ville que se définit l'essence de ce que nous appelons la nature, mais la nature entre guillemets parce que, en réalité, ce mode de vie est le plus artificiel qui soit, puisqu'il nous est permis par des machines, en particulier par nos automobiles. Artificiel aussi dans le sens où il n'est pas naturel, c'est-à-dire c'est un mode de vie qui n'est pas soutenable du point de vue écologique, c'est un mode de vie qui détruit le paysage parce qu'il le mite, à la fois en construisant, par exemple, sur le littoral corse, en mitant le littoral, ou bien en étalant la ville au-delà de ce qui était autrefois la limite de la ville. Et je terminerai sur ce problème, c'est que autrefois, la limite de la ville avait un rôle, une fonction cosmogénétique qui a disparu dans le monde d'aujourd'hui, puisque qu'est-ce que c'est devenu la limite de la ville? C'est devenu ce que les paysagistes appellent les entrées de ville, c'est-à-dire les espaces les plus innommables de la planète. Et comme cette limite a disparu, qu'est-ce qui pourrait fonder le sens de notre monde? Il faut le chercher. Pour vous donner quand même la réponse, il faut le chercher à partir de ce qui fonde tout cela, c'est-à-dire la Terre avec un grand T, c'est la planète Terre et la biosphère. Bon, ça va de soi. Enfin, il faut tout de même le dire. Je vous remercie.